Un simple courrier qui arrache un anesthésiste respecté à sa salle d'opération devient soudain un sismographe politique. Entre le scalpel posé et l'uniforme endossé se dessine une ligne de fracture où l'État révèle sa nouvelle priorité sécuritaire. Que doit comprendre quiconque suit l'actualité quand le projet d'Ibrahim Traoré transforme ce geste administratif en preuve que chaque compétence civile peut être redéployée au nom de la survie collective? Dans ce bref intervalle, le Burkina Faso bascule d'une vulnérabilité dispersée vers une mobilisation assumée, encore fragile, mais déjà irréversible, comme une charnière qui claque. Ce récit propose une plongée structurée dans la mécanique qui transforme une convocation individuelle en révélateur national. Il offre une lecture nette pour comprendre les ressorts d'une mutation institutionnelle. À travers ce fil directeur, l'enjeu n'est pas seulement de décrire une loi, mais d'évaluer comment elle recompose la frontière entre métier civil, devoir collectif et capacité d'un État à absorber une mobilisation étendue. Un micro-hook surgit alors. Que se passe-t-il quand un pays modifie plus vite ses obligations que ses protections internes? Cette interrogation redessine le champ des risques. Saturation des filières essentielles, pressions urbaines, tensions familiales, fragilité psychologique de certains professionnels et incertitude logistique dans les secteurs sensibles. Mais elle ouvre aussi un espace de compréhension nuancé, permettant d'examiner ce que la mobilisation change réellement pour les institutions, les territoires et les trajectoires individuelles. L'objectif est clair. Suivre pas à pas les tensions, les signaux faibles et les ajustements qui déterminent la stabilité d'un modèle encore en construction. La première révélation apparaît dans un détail que beaucoup avaient sous-estimé. La convocation d'un médecin, apparemment banal, expose en réalité la charpente d'un dispositif national en mutation. Et cette mutation devient lisible dès qu'un chiffre circule, l'obligation légale imposée aux 18-35 ans, révélant que le volontariat d'hier s'est mué en cadre contraignant où chaque citoyen occupe désormais une place assignée. Dans ce glissement, la ligne entre civil et militaire ne se brouille pas par accident. Elle se resserre parce que l'État cherche à transformer une vulnérabilité chronique en levier d'organisation collective. L'histoire du Burkina Faso, telle qu'elle se donne à voir aujourd'hui, s'inscrit dans un contexte où les groupes armés grignotent les marges rurales, fatiguent les institutions intermédiaires et creusent des poches d'isolement social. Les partenaires étrangers, autrefois garants d'une stabilité intermédiaire, n'offrent plus d'assurance solide, tandis qu'une partie de la jeunesse exprime une lassitude profonde vis-à-vis des dépendances extérieures. C'est dans ce vide stratégique que la doctrine voulue par Ibrahim Traoré prend sens. Elle ambitionne de reconstruire une souveraineté non pas par surenchère militaire, mais en redistribuant les fonctions civiles dans un système hybride où chaque compétence peut être mobilisée. Le rappel du médecin agit alors comme un révélateur. Il illustre la logique du nouveau dispositif. Aucune expertise n'est totalement protégée dès lors que le pays tente de consolider un front social et opérationnel. Dans les hôpitaux, l'effet psychologique domine les considérations logistiques. Des équipes entières découvrent que leur rôle n'est plus seulement clinique, mais intégré à une stratégie de continuité territoriale. Les universités, elles, réévaluent la transition étudiante. Une immersion patriotique obligatoire reconfigure la relation entre savoir et sécurité, supprimant la zone grise qui séparait la vie académique d'une crise prolongée. Ces signaux dispersés mais cohérents composent une toile de fond où la loi ne fait pas que s'appliquer, elle diffuse, se déploie, s'ajuste. La question centrale devient alors la capacité de la société à absorber une transformation qui redéfinit simultanément citoyenneté, service
et cohésion nationale. Dans un paysage institutionnel en recomposition, deux figures deviennent des guides involontaires, les fonctionnaires soumis aux premières immersions obligatoires et les étudiants confrontés à la transition la plus symbolique du pays. Leur expérience, bien que distincte, dévoile les premiers effets tangibles d'un modèle où l'expertise civile s'articule désormais avec un dispositif de défense élargi. Le premier cas surgit dans un service administratif de la capitale où une équipe constate que l'immersion militaire modifie subtilement les comportements professionnels. Les agents reviennent avec une discipline accrue, une hiérarchisation plus nette des tâches et une compréhension élargie de leur rôle dans la continuité étatique. Cette évolution ne signifie pas une militarisation de leur métier, mais plutôt une intégration fonctionnelle où les procédures civiles s'alignent sur des impératifs de stabilité territoriale. La surprise est réelle. Plusieurs responsables reconnaissent que l'ajustement le plus difficile n'est pas technique mais mental, car il oblige à penser le service public comme une composante d'un effort national plus vaste. Le second cas apparaît sur un campus universitaire. Des étudiants, prêts à finaliser leurs examens, apprennent que leur passage vers l'enseignement supérieur doit désormais inclure une immersion patriotique obligatoire. Les discussions qui suivent oscillent entre interrogation et réalisme. Beaucoup comprennent que cette étape n'est plus une formalité symbolique, mais un sas de transition destiné à préparer des cohortes entières à participer, directement ou indirectement, aux efforts de stabilisation. Quelques enseignants, d'abord réticents, admettent finalement que cette clarification supprime une ambiguïté persistante entre formation académique et crise sécuritaire. Ces deux trajectoires, administrative et universitaire, montrent comment la mobilisation s'infiltre dans les routines les plus ordinaires. Elles indiquent aussi que le choc initial s'accompagne d'une réorganisation lente mais réelle des représentations du devoir civil. Et la question sous-jacente se resserre. Combien de temps ce rythme restera-t-il soutenable? À ce stade, une phase de déclenchement s'amorce. La rupture initiale naît lorsque la convocation du médecin devient publique. L'information circule vite dans les réseaux locaux, traverse les hôpitaux, atteint les quartiers commerçants, déclenche une onde successive. Chaque relais amplifie la portée du geste administratif. La loi cesse d'être un cadre abstrait. Elle frappe un métier indispensable et révèle que l'obligation n'épargne plus les expertises considérées naguère comme sanctuarisées. Les réactions divergent. Certains saluent la fermeté, d'autres expriment une inquiétude sourde. La surprise domine pourtant, car le pays découvre que la frontière civile-militaire se réduit à la largeur d'un ordre de mission. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le mouvement s'accélère. Les décrets s'enchaînent, les directives se diffusent, l'administration ajuste ses protocoles en temps réel. Les forces de sécurité adoptent de nouvelles procédures. Le discours officiel martèle un message unique. La souveraineté se reconstruit de l'intérieur. Cette insistance finit par produire un effet cumulatif dans la jeunesse qui y voit l'occasion de rompre avec des années d'attente et de dépendance extérieure. Puis la dynamique atteint un point culminant. Les camps d'entraînement deviennent le théâtre d'un retournement inattendu. À Kaya, les instructeurs constatent une loyauté plus forte que prévu. Les recrues affichent un moral en hausse. Elles expliquent que la défense du pays ne peut plus dépendre d'acteurs extérieurs. Cette perception crée une cohésion nouvelle, presque spontanée, alimentée par la frustration accumulée face à l'insécurité prolongée. Les les villes, en revanche, ressentent une tension différente. Les professionnels redoutent les réaffectations soudaines. Les hôpitaux craignent l'érosion des compétences internes. Les journalistes questionnent la portée réelle de la loi. Quelques individus partent discrètement à l'étranger. Ce mouvement reste marginal.
mais son impact symbolique augmente parce qu'il résonne fortement dans les milieux urbains. Les médias extérieurs amplifient ses départs. Les manchettes évoquent la pression institutionnelle. Les commentateurs parlent de répression potentielle. L'écart entre perception interne et lecture internationale se creuse. Enfin viennent les répercussions plus diffuses. La riposte de l'État intervient progressivement. Les obligations sont renforcées. L'évitement devient sanctionnable. Un système de suivi se met en place. Les autorités adoptent un ton ferme, mais sans stigmatisation. Les recrues interprètent cette posture comme une validation de leur engagement. La dynamique se renforce d'elle-même. Les communautés ressentent les conséquences immédiates. Les familles oscillent entre inquiétude et résilience. Les employeurs s'adaptent aux pénuries temporaires. Les écoles ajustent leur cycle d'immersion. Les zones proches du conflit absorbent la pression la plus forte. Pourtant, une cohérence naît. Chaque groupe comprend que la transformation dépasse les trajectoires individuelles. La mobilisation devient structurelle. Elle redéfinit la place du citoyen dans un pays soumis à une insécurité persistante. Le premier repère chiffré montre le passage d'une phase initiale à une montée en puissance visible. 3000 citoyens ont déjà terminé leur formation civique et patriotique, un volume qui illustre le delta qu'entend valoriser l'État. Ce bond mesurable indique une capacité d'absorption institutionnelle plus rapide que prévu, car l'appareil administratif ajuste simultanément logistique, rotation et suivi. Un second ensemble de chiffres éclaire la manière dont les administrations internalisent cette transformation. 2000 fonctionnaires ont participé à des immersions militaires, un dispositif conçu non pour militariser les métiers, mais pour harmoniser l'interprétation des responsabilités collectives. La donnée révèle une fonction précise. La cohésion procédurale devient un outil pour stabiliser la continuité étatique. Les responsables qui ont supervisé ces sessions confirment un double mouvement. D'un côté, les agents reviennent avec une vision plus structurée du rôle qu'ils peuvent jouer. De l'autre, ils perçoivent plus distinctement les limites organisationnelles auxquelles l'État se heurte dans un contexte de crise prolongée. Cette lecture nuancée réduit la place des spéculations extérieures et recentre l'analyse sur les effets concrets d'une mobilisation élargie. Le troisième indicateur concerne les compétences techniques indispensables à la reconstruction des zones fragilisées. Plus de 600 stagiaires ont été formés dans des métiers techniques essentiels, notamment la menuiserie, la mécanique et plusieurs filières liées à l'énergie. L'intérêt de ce chiffre réside dans son ancrage territorial. Ces formations répondent directement aux déficits accumulés dans les zones minées par l'insécurité. Les villages, les corridors miniers et les districts isolés, longtemps soumis à une érosion progressive de leurs infrastructures, commencent à voir réapparaître une capacité opérationnelle minimale. L'État présente ces résultats comme des preuves que la mobilisation n'est pas seulement un mécanisme de redéploiement humain, mais un outil stratégique destiné à réparer la trame matérielle du pays. Cette trilogie chiffrée, 3000 formés, 2000 immersions administratives, 600 compétences techniques, dessine une logique interne. Elle met en scène un système adaptatif où le service national articule contraintes, organisation et reconstruction. Elle illustre également le socle que la doctrine promue par Ibrahim Traoré tente d'établir, une souveraineté opérationnelle fondée sur les ressources internes, plutôt que sur une dépendance extérieure fluctuante. Les critiques internationales soulignent toutefois que même des chiffres positifs ne dissipent pas les tensions structurelles. Elle rappelle que l'expansion du dispositif risque de saturer certains secteurs clés si les réaffectations deviennent trop rapides. Quelques départs isolés vers l'étranger montrent une perception encore ambivalente de l'obligation nationale. Mais les données internes indiquent simultanément
une tendance opposée chez de nombreux jeunes qui voient dans leur participation une contribution directe à la stabilisation du territoire. Entre ces deux lectures, les chiffres deviennent un espace d'interprétation où s'entrecroisent prudence, cohésion et calcul politique. Ils ne garantissent pas le succès du modèle, mais prouvent que ces effets sont déjà mesurables et qu'ils structurent les débats nationaux autant que les décisions institutionnelles. Deux lectures opposées s'affrontent lorsqu'il s'agit d'interpréter la mobilisation nationale. La première, largement relayée par certains observateurs étrangers, y voit une dérive progressive vers une militarisation généralisée. Selon cette thèse, l'extension du service obligatoire à toutes les professions brouille la frontière entre civil et militaire, fragilise les secteurs essentiels et crée à long terme une architecture de pouvoir difficile à modérer. Les partisans de cette analyse invoquent les départs discrets de quelques professionnels, les inquiétudes exprimées dans les centres urbains et la pression ressentie par certaines familles pour illustrer les risques d'un système susceptible de produire autant de tensions que de cohésion. Une seconde lecture défend une logique presque inverse. Elle considère le dispositif comme une réponse rationnelle à une insécurité prolongée qui a affaibli la cohésion territoriale. Les soutiens de cette position rappellent que la mobilisation ne retire pas mécaniquement les compétences de leur environnement naturel. Les médecins sont redéployés vers des cliniques, les ingénieurs renforcent des réseaux endommagés, les instructeurs civils transmettent des savoir-faire techniques aux recrues. Dans cette perspective, la loi redéfinissant le service national ne serait pas une extension autoritaire, mais une tentative de reconfigurer l'appareil étatique pour répondre à une pression sécuritaire devenue structurelle. La réponse argumentée repose sur les données disponibles. Les chiffres montrent une montée en puissance progressive plutôt qu'une mobilisation aveugle. Le système combine contraintes légales, flexibilité opérationnelle et réaffectation ciblée. Les inquiétudes demeurent et certaines tensions sont réelles, mais les faits indiquent une interaction complexe, loin d'un glissement univoque vers l'autoritarisme ou vers une unité totale. Les gains enregistrés dans plusieurs zones, portés par les nouvelles compétences formées et la discipline accrue dans l'administration, révèlent une dynamique encore fragile mais mesurable. Cette réalité oblige à dépasser les positions idéologiques pour analyser ce que le dispositif produit concrètement dans les institutions, les territoires et les foyers. Elle ne se manifeste pas par un décret, mais par la manière dont les recrues réagissent à leur propre engagement. Plusieurs instructeurs décrivent une cohésion naissante, presque inattendue, nourrie par la frustration accumulée face à des années d'insécurité. Cette dynamique transforme le service obligatoire. Pour certains jeunes, il cesse d'être uniquement une contrainte et devient un espace où se reconstruit une direction collective. Les centres urbains expriment simultanément une inquiétude différente. Les familles redoutent les réaffectations. Les professionnels craignent la perte de compétences essentielles. Les discussions se multiplient autour de la capacité du pays à absorber une mobilisation qui se déploie plus vite que les garanties de protection. Le contraste entre camp et ville devient alors un révélateur central. Il illustre l'ambiguïté du modèle encouragé par Ibrahim Traoré, où l'adhésion active coexiste avec une prudence diffuse. Cette dualité ne signale pas une contradiction, mais une tension structurante qui façonne la perception quotidienne du dispositif. Les institutions constatent les premiers effets durables. Discipline accrue dans l'administration, cycle d'immersion scolaire redéfini, ajustement dans les hôpitaux, continuité opérationnelle renforcée dans certaines zones sous pression. Ces transformations ne résolvent pas toutes les fragilités, mais elles exposent un tournant. La mobilisation,
produit désormais des effets stables qui dépassent les symboles initiaux. Du côté des institutions, la situation se présente ainsi. Les institutions publiques ressentent immédiatement les effets du dispositif. L'administration observe une discipline accrue chez les fonctionnaires ayant suivi l'immersion obligatoire. Cette évolution renforce la capacité de réponse des services car les agents reviennent avec une compréhension plus claire de leur rôle dans la continuité étatique. Les établissements scolaires ajustent leur parcours. L'immersion patriotique devient une étape structurante qui redéfinit la relation entre les étudiants et les attentes de l'État. Les hôpitaux, eux, doivent réorganiser leurs effectifs en fonction des réaffectations vers des cliniques rurales, tout en maintenant une coordination étroite avec les structures de défense. Cette adaptation crée une continuité opérationnelle inédite même si elle génère une tension dans les centres urbains. Sur le plan économique, certaines dynamiques se dessinent. Les entreprises privées adaptent leur production aux rotations imposées par la loi. Certaines filières techniques bénéficient toutefois d'un regain de compétences lié aux centaines de stagiaires formés en menuiserie, mécanique ou énergie. Les secteurs miniers et agricoles, vulnérables depuis des années, observent une stabilisation rendue possible par l'amélioration progressive de la sécurité. Les gains restent fragiles, mais ils suffisent à réactiver des circuits économiques locaux qui avaient presque disparu. En conséquence, la mobilisation se révèle autant économique que sécuritaire, reliant l'effort patriotique à une reconstruction lente mais réelle. Au niveau des trajectoires individuelles, les effets se manifestent de la manière suivante. Les jeunes engagés dans les camps découvrent une cohésion que peu anticiper. Ils perçoivent leur présence comme une contribution directe à la stabilisation du pays. Pour eux, le service obligatoire devient une expérience fondatrice, un espace où se recompose l'idée de citoyenneté. Les familles, en revanche, vivent la mobilisation sous l'angle de l'incertitude. Elles redoutent les réaffectations dans les zones sensibles et évaluent chaque étape scolaire ou professionnelle à travers cette possibilité. Quelques individus quittent discrètement le pays, ce qui révèle la tension persistante dans certains milieux urbains. Cette pluralité d'expériences montre qu'aucune lecture unique ne peut résumer l'impact psychologique du dispositif. À l'échelle des territoires, en particulier dans les zones les plus exposées, les transformations apparaissent clairement. Les zones du Sahel et les corridors miniers enregistrent les effets les plus visibles. Une amélioration progressive de la stabilité se manifeste, portée par la présence renforcée de contingents civils formés. L'État récupère une partie du terrain perdu. Le contrôle passe de 70 à 39% à 72,7%. Une progression modeste mais politiquement significative. Cette dynamique renforce la logique défendue par Ibrahim Traoré, selon laquelle la souveraineté peut être reconstruite depuis l'intérieur par l'action combinée de compétences civiles et de contingents réaffectés. Les populations locales, longtemps isolées, voient réapparaître une présence étatique régulière, ce qui modifie la relation entre territoire et autorité. Dans ces quatre ensembles, les effets concrets composent un tableau contrasté. Cohésion, pression, stabilisation et fragilité coexistent simultanément. La mobilisation restructure autant les pratiques quotidiennes que les équilibres territoriaux, révélant un modèle encore instable mais déjà transformateur. Dans un premier scénario de trajectoire intermédiaire, la suite pourrait se dérouler ainsi. Si les tendances actuelles se prolongent sans accélération ni rupture, la mobilisation nationale continuera de s'étendre de manière contrôlée. Les administrations conserveront la discipline acquise lors des immersions obligatoires, ce qui stabilisera les circuits internes. Les secteurs techniques profiteront encore des compétences formées,
tandis que les zones rurales connaîtront une stabilisation lente mais réelle grâce à la présence de contingents civils réaffectés. Les, sen- les tensions urbaines persisteront toutefois, maintenues par les inquiétudes liées aux réaffectations soudaines et par l'incertitude ressentie par les familles. Cette trajectoire équilibrée évite les chocs majeurs, mais ne garantit pas une transformation décisive. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, les dynamiques positives pourraient s'amplifier. Une amélioration plus rapide pourrait émerger si les formations techniques et civiles gagnent en efficacité. Les infrastructures fragiles se consolideraient plus vite que prévu. Les zones sensibles du Sahel enregistreraient de nouveaux gains territoriaux, renforçant la stabilité locale. Les milieux professionnels, après une période de prudence, commenceraient à percevoir les réaffectations comme un mécanisme cohérent plutôt qu'une menace. Les départs isolés vers l'étranger diminueraient progressivement, tandis que l'image internationale du pays se stabiliserait. Dans ce scénario, la mobilisation deviendrait un vecteur d'unité durable, capable de réduire les tensions internes. Dans un troisième scénario, plus risqué, les tensions pourraient s'accumuler. Une dégradation apparaîtrait si les réaffectations devenaient trop fréquentes ou mal coordonnées. Les secteurs essentiels, santé, éducation, réseaux techniques, subiraient un affaiblissement notable. Les familles réagiraient vivement, accentuant la pression sociale dans les centres urbains. Les départs discrets gagneraient en ampleur, augmentant les inquiétudes sur la cohésion nationale. Les gains sécuritaires ralentiraient dans les zones sensibles, créant un effet domino sur la stabilité du territoire. Ce scénario ne conduirait pas à un effondrement, mais à une succession de tensions rendant l'ajustement institutionnel plus difficile. Sur le plan analytique, une recommandation se dégage de cet ensemble. Pour naviguer entre ces trois chemins, il devient essentiel de considérer la mobilisation non comme un verdict, mais comme un système dynamique. Adopter cette perspective permet d'évaluer ce qu'elle produit, ce qu'elle exige et ce qu'elle peut transformer sans surcharger les secteurs vitaux. Du point de vue des familles, la mobilisation se traduit par les éléments suivants. Pour une partie des familles, la mobilisation nationale s'invite dans la vie quotidienne sous la forme d'une incertitude persistante. Les parents évaluent désormais chaque décision scolaire ou professionnelle en fonction du risque de réaffectation vers des zones sensibles. Cette vigilance constante crée un mélange de résilience et d'inquiétude, car le foyer devient un espace où l'on discute d'enjeux autrefois réservés aux institutions. Les trajectoires individuelles se retrouvent ainsi imbriquées dans un contexte national qui dépasse les choix personnels. Pour les professionnels, la mobilisation prend une forme particulière. Les travailleurs des secteurs publics et privés doivent concilier continuité des services et rotations imposées. Ils vivent la mobilisation comme un processus en évolution qui modifie les pratiques internes et la culture organisationnelle. L'immersion patriotique augmente la discipline, mais introduit aussi une interrogation durable sur la frontière entre devoir civil et participation à un dispositif élargi. Cette ambivalence nourrit une prudence latente dans les milieux urbains, où l'on craint l'érosion de certaines compétences essentielles. Pour les jeunes mobilisés, l'expérience se vit autrement. Les recrues engagées dans les camps d'entraînement expérimentent une autre réalité, plus cohésive et plus directe. Elles perçoivent leur participation comme un acte concret de stabilisation nationale. Pour ces jeunes, la mobilisation devient une source d'identité, un lieu où se reconstruit un sentiment d'utilité collective après des années d'insécurité. Le contraste avec les inquiétudes urbaines révèle une pluralité d'émotions qui traversent toutes les couches sociales. Dans ces trois groupes, les expériences diffèrent, mais une même question circule. Comment trouver un équilibre entre nécessité nationale et stabilité individuelle? Elle constitue le point de contact entre le récit institutionnel et la vie quotidienne,
là où la mobilisation prend sa signification la plus intime. Première étape, il s'agit de renforcer la coordination civilo-militaire. Les administrations doivent consolider les circuits de remontée d'informations afin d'ajuster les réaffectations en fonction des besoins réels. Cette coordination permettrait de réduire les frictions dans les secteurs sensibles. L'indicateur principal devient la stabilité fonctionnelle des services essentiels. Deuxième étape, structurer la formation technique et l'immersion civique. Les autorités peuvent instaurer des cycles plus courts mais plus fréquents, capables d'absorber un volume variable de participants sans déséquilibrer les institutions. Les centres de formation suivent alors l'évolution des compétences par cohorte. La progression des filières techniques constitue le marqueur clé. Troisième étape, consolider la présence dans les zones rurales sous pression. Les unités locales doivent travailler avec les structures de coordination pour positionner les compétences civiles là où les besoins sont immédiats. Une standardisation de ce modèle réduirait les retards et les ruptures opérationnelles. La continuité des services dans les villages devient l'indicateur de résilience territoriale. Quatrième étape, gérer avec précision les tensions urbaines. Les familles et les milieux professionnels doivent recevoir une information cohérente sur les rotations afin de diminuer l'incertitude qui alimente l'inquiétude. Les demandes d'exemption et la stabilisation des effectifs urbains deviennent des indicateurs de confiance. Cinquième étape, maintenir un discours unifié autour de la doctrine voulue par Ibrahim Traoré. Les institutions doivent rappeler que la mobilisation reste un système adaptatif conçu pour préserver cohésion, continuité civile et progression sécuritaire. La mesure essentielle réside dans la capacité du dispositif à s'ajuster sans saturer les secteurs vitaux. Le parcours qui semblait commencer par la convocation d'un médecin renvoie désormais à une métaphore plus profonde. Le contraste initial entre un scalpel posé et une salle d'opération interrompue continue d'habiter les débats, car il condense la tension entre expertise individuelle et responsabilité collective. Dans de nombreux témoignages, cette image persiste comme un rappel discret. Une société ne se recompose pas seulement par décret, mais par la manière dont chaque citoyen accepte ou résiste au rôle qui lui est assigné. Les zones rurales comme les centres urbains portent encore l'empreinte de ce moment fondateur. Les institutions, elles, n'ont cessé d'ajuster leurs mécanismes pour absorber la pression qui en découle. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la mobilisation apparaît comme une charpente mouvante faite de discipline, de prudence et d'espoir fragmentés. Cette ambiguïté n'est pas un défaut du système, elle en constitue la vérité la plus intime. La tension forge la cohésion naissante. Ce fil invisible relie le médecin rappelé, les familles inquiètes, les recrues motivées et les territoires en recomposition. Il montre qu'un pays en mutation avance rarement en ligne droite. Il progresse par ajustements successifs, par équilibre précaire, par engagement individuel qui se croisent. Et c'est dans cette convergence d'efforts que se dessine une stabilité encore fragile, mais possible. La mobilisation nationale dépasse désormais le cadre administratif dans lequel elle a été pensée. Elle s'inscrit dans les conversations familiales, dans les ateliers techniques, dans les salles de classe et dans les villages où l'État retrouve progressivement une présence concrète. Chaque citoyen, qu'il se sente porté par ce mouvement ou qu'il s'en inquiète, participe à une transformation qui redéfinit la manière dont le pays envisage sa stabilité. Les observateurs extérieurs suivent cette évolution avec prudence, tandis que les communautés locales tentent d'en donner un sens au quotidien. Dans un contexte aussi mouvant, les récits documentés jouent un rôle essentiel.
Ils éclairent non seulement ce qui change, mais aussi ce que ces changements exigeant des institutions et des individus. S'informer, comparer et partager des analyses nuancées